Alright, bienvenue à l'autre monde. Joseph, demain, François Marchand au micro. Sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales. C'est aussi ton blog de la Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginant et je suis avec vous pour les 2 prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio de l'UQAM, qui se trouve être à l'Université du Québec à Montréal. Et puis vous en êtes à l'édition du 16 avril 2012. Alors, cette semaine, eh bien, nous avons beaucoup de choses sur la table, comme d'habitude. Vous avez vu que la semaine passée, nous avons pris une petite pause pour Pâques. Alors, je vous en rends grâce. Ça m'a fait beaucoup de bien de m'arrêter. Je croyais que la station, en réalité, prenait congé. Puis, en réalité, les gens étaient en poste. Alors, il y a une petite confusion dans ma tête. Alors, tout de même, alors... désolé pour les inconvénients. Parlons maintenant d'horaire puisque nous y sommes parce que l'hiver, en fait la session hiver ici à la station se termine. Cette émission de cette semaine se trouve être l'avant-dernière officiellement de la session. Et puis après nous entrons dans la session été. Alors nous partons pour une nouvelle saison. Alors ici à Choc FM les saisons s'emboîtent les unes dans les autres. Et puis je vous avais habitué depuis le début de l'émission à être tout le temps en onde, mais comme vous avez remarqué depuis la dernière année, je m'octroie plus de pauses parce que j'en ai parfois besoin. Alors évidemment que des fois notre rythme de vie change. Et puis pour la saison estivale, chers amis, j'ai des bons projets, alors je vais avoir besoin de tout mon temps. Donc, je pense que nous allons passer quand même tout le mois de mai ensemble et puis à quelque part au mois de juin, eh bien, on va se quitter pour l'été. Je vais vous faire grâce de l'été et puis je vais vous retrouver à la session automne. Alors, nous serons toujours évidemment en poste avec vous. Et puis, je me réserve quand même la possibilité de faire quelques émissions quand même durant l'été comme ça pour vous entretenir par-ci par-là au gré de mon temps et puis que je publierai seulement sur la chaîne YouTube de l'Autre Monde. Alors nous allons donner une pause ici aux gens de la station. On mettra ceci en pause pour la station pour évidemment éviter aux gens
de tout le temps voir mettre l'émission en ondes ou pas. Alors évidemment, on va simplifier les choses pour les gens. Alors et puis pour les fans de l'émission, eh bien vous aurez quand même la joie de retrouver quelques émissions sporadiquement au cours de l'été lorsque j'en verrai l'importance et puis que je ne pourrai résister à la tentation de venir vous informer. Alors voilà. Donc petite entrée quand même laborieuse, mais voilà, mais des fois il faut faire un petit planning et puis au moins quand on sait à quoi s'attendre, eh bien il n'y aura pas de surprise et puis vous saurez à quoi vous attendre aussi. Alors ne m'envoyez pas de courriel me demandant si l'émission a été censurée par l'élite. Alors non, non, nous sommes encore disons-le quand même probablement dans les restes de ce qui reste une forme de genre de pseudo-liberté d'expression. La meilleure façon de préserver un droit essentiel, un droit fondamental qui n'est pas octroyé, mais qui est, on l'a dit comme étant des droits divins donnés à l'humain. Et puis, la meilleure façon de protéger ces droits fondamentaux qu'on a, que personne ne peut nous enlever, c'est évidemment de les exercer. De les exercer. Alors, c'est ce qu'il faut faire, chers auditeurs, dans le plus grand respect et puis évidemment dans la conscience qu'il faut tout le temps éviter les divisions et puis évidemment ce qui porte à l'ostracisation, le racisme, évidemment, et puis toute forme de dérapage intellectuel, ok? On s'entend bien. Alors voilà. Donc, belle entrée en matière. Il y a quand même plusieurs choses qui vaut la peine d'être vues cette semaine. Ça fait plusieurs fois que je voulais vous parler de l'économie puis de la santé. Alors, c'est ce qu'on va faire en particulier cette semaine. Et puis, pour ce faire, on va faire abstraction que une troisième guerre mondiale se fomente au Moyen-Orient, comme si ça n'existait pas. Alors, comme vous me connaissez, ça va être assez difficile de faire abstraction de ce qui se passe là-bas, puisque je vous tiens informé de semaine en semaine des développements, mais il va bien falloir le faire pour pouvoir parler d'autres choses. Mais il va falloir faire abstraction que d'autres bateaux de guerre américains se sont déplacés dans le golfe Persique. Il va falloir faire abstraction du fait que la Russie déploie maintenant des bateaux de guerre aussi de façon permanente dans les ports de la Syrie. Il va falloir faire abstraction du fait qu'on a maintenant des nouvelles qui documentent le fait que les États-Unis ont bel et bien fourni des armes, de l'armement à des groupes qui sont classifiés comme étant des groupes terroristes, alors qui ont contribué à déstabiliser le Pakistan de l'intérieur. Alors c'est de cette façon-là qu'on opère. Alors on ne se gêne pas de faire appel à des groupes extrémistes, des groupes religieux, peu importe, islamiques, des gens, des mercenaires, tout simplement finalement qu'on finance et puis auquel on donne de l'arme et des armes, de l'armement, quoi. Et puis après ça, ben, on les propulse dans ces pays-là. Et puis c'est ça qu'on a fait en Libye. J'en ai parlé beaucoup du cas de la Libye. Et puis ce qui se passe en Syrie, ben si vous voulez savoir, je veux dire, allez réécouter les émissions sur la Libye que j'ai faites dans le passé. Et puis c'est un copier-coller, quoi. C'est exactement la même affaire, c'est la même stratégie. Là, dans les nouvelles, on va faire abstraction que la Turquie a officiellement pris, en fait, déclaré une section de son territoire qui est à la frontière avec la Syrie comme étant une genre de, ils appellent ça en anglais safe haven, là, ça veut dire un genre de un lieu où les gens peuvent venir se réfugier. Alors, quels gens? Alors, évidemment, des mercenaires, des groupes de gens qui sont armés, qui vont faire des attaques à l'intérieur de la Syrie pour déstabiliser et puis faire mal paraître le régime en place. Et puis là, le régime en place, évidemment, résiste avec l'armée. Et puis là, ben, après ça, dans les médias, ben, on vous dit que Assad bombarde sa propre population, on l'appelle le boucher, ainsi de suite. C'est vraiment hallucinant. Donc, vous voyez qu'on est en train de créer justement là des zones tampons ici et là. Et puis, à ceci, ben, collaborent les États-Unis, Israël, l'Angleterre,
et possiblement d'autres pays aussi. Alors, vous voyez qu'on est en train de vraiment placer les pions là, sur l'échiquier. Ça laisse des traces, comme je vous dis. Alors, on a vraiment documenté à plusieurs reprises là, justement de l'armement qui a été introduit à l'intérieur de la Syrie, qui ont pour source soit les États-Unis, particulièrement Israël. Alors, c'est comme ça. Vous avez même des mercenaires qui ont combattu carrément là, en Libye, qui ont été maintenant réaffectés à une nouvelle mission en Syrie. Alors, on va faire tomber le régime en place, c'est ça qu'on veut faire. On sait que la Syrie a un pacte de défense mutuelle militaire avec l'Iran. Alors, on sait que le Hezbollah va venir aussi intervenir, pardonnez-moi. Donc, vous avez Israël aussi qui se prépare militairement avec son Iron Dome, et puis on a même fait plusieurs exercices même dans la population là, avec des masques à gaz, et ainsi de suite. Donc, Israël voudrait bien partir ce conflit contre l'Iran avant les élections américaines. Barack Obama se bat pour que ça soit fait après. Donc, c'est grosso modo ce qui se passe. Mais on va faire abstraction de ça. Et puis, on va légèrement faire abstraction de Fukushima. On va faire à peine comme c'était important, là, mais je veux dire, on est vraiment difficile, là, très pointilleux, là, réellement, là, parce que sinon, on devrait faire comme les médias de masse, c'est-à-dire ignorer que il se passe de quoi à Fukushima, tu sais, je veux dire, chers auditeurs, ben non, faites-en pas, là, y a rien de grave, là. L'attitude des médias là-dedans qui ne vous rapporte pas la vérité, ne vous rapporte même pas les informations sur ce qui se passe à Fukushima est complètement aberrant. C'est une aberration qui est fulgurante. Je veux dire, quand on s'aperçoit réellement ce qui se passe, écoutez, on trouve des nouvelles qui sont complètement décalquantes. Je manque d'adjectifs, chers auditeurs. Je sais que dans l'émission passée, il y a un des auditeurs qui m'a fait remarquer que j'utilisais souvent le mot incroyable. Oui, des fois, je répète les mêmes mots. C'est comme, on dirait que on lit les nouvelles puis on se demande si on n'est pas en train de délirer totalement. Là, je veux dire. Bon, anyway, on va essayer de se concentrer là. Écoutez, vous avez ici l'ambassadeur Murata qui écrit au secrétaire général des Nations Unies, et je cite: ce n'est pas une exagération de dire que la destinée du Japon et puis le reste du monde entier dépend du réacteur numéro 4. Et puis lui, il appelle pour la mise en place, la création d'une équipe indépendante pour enquêter, pour faire un rapport sur la situation réelle de ce qui se passe à Fukushima Daiichi. Ensuite, vous avez un autre article ici qui est très important de jeter un regard. Il est en anglais, malheureusement, pour ceux qui sont incapables de lire en anglais. Je vais essayer de vous résumer l'essentiel de ces nouvelles-là. C'est pour ça que je fais l'émission. Pour le reste, évidemment, si vous pouvez comprendre, ben vous pouvez compléter le reste des informations qui sont contenues dans ces articles-là. Écoutez, c'est assez décoiffant là, pour dire le moins. Là. Ici, on parle de une des menaces prioritaires à l'humanité. On parle de ces fameuses piscines de combustible à Fukushima. Et puis, on a beaucoup parlé de la piscine numéro 4. Hein, on en a parlé abondamment ici même sur l'autre monde dans le passé. On dit que les scientifiques ont noté qu'il y avait 70% de chances d'avoir un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui pourrait frapper Fukushima cette année et 98% de chances à l'intérieur des 3 prochaines années. En réalité, vous allez trouver dans les nouvelles de la semaine, on a enregistré plus de une vingtaine de tremblements de terre et plus dans la région de Fukushima même. Des tremblements de terre assez importants. Alors, écoutez, on est rendu dans les plusieurs milliers de tremblements de terre depuis un an là-bas. Là, je veux dire, on est à passer un an là, de cet événement là, de Fukushima. On est rendu, les dernières nouvelles, là, je pense qu'on était rendu à 15-16 000 tremblements de terre qui s'étaient passés là-bas.
Chers auditeurs, ça continue de trembler, puis là, on commence à parler de plus en plus de la piscine numéro 3, dont on parlait très peu dans le passé. La piscine numéro 3 qui, elle aussi, est menacée de s'effondrer. Là, on commence à halluciner pas mal, je vais vous dire, là, en secret. Là, on rapporte pas ça dans les médias pour ne pas faire paniquer la population. Là. Puis je veux dire, je suis pas en train de faire ici une émission pour vous faire paniquer non plus, là. Mais je veux dire, comprenez-vous que c'est vraiment là l'allégorie là, de vous êtes sur la route puis un autobus qui s'en vient sur vous là, puis je vous dis tassez-vous parce que l'autobus s'en vient là. C'est pas pour être alarmiste là, mais l'autobus s'en vient puis ça va frapper là si on fait rien. Il est déjà pas mal tard, mais il est encore, écoutez, il est jamais trop tard pour mettre en place une équipe internationale d'urgence là, qu'on arrête toutes les guerres là, qu'on mette ça sur stop une seconde là. Qu'on arrête là, toutes les transactions de Mongols sur les marchés des produits dérivés puis tout, là, vous allez voir, on va faire les nouvelles de l'économie, là, je veux dire, c'est hallucinant les nouvelles qu'on lit, là, je veux dire. Qu'on arrête un instant là, l'humanité, là, puis qu'on regarde ce qui se passe un peu à Fukushima, là, parce que ça va vraiment pas bien, là. Puis là, c'est pas juste le Japon qui est concerné, là. On commence à retrouver des taux de radiation assez élevés dans des débris qui ont déjà traversé l'océan du Pacifique. On a déjà retrouvé des débris passés à Hawaii, et puis maintenant sur les côtes d'Alaska, et puis étrangement, on a des baleines, et puis des phoques, et ainsi de suite, qui se sont échoués sur les côtes là-bas en Alaska, et puis qui ont présenté des étranges signes sur leur corps de maladies dégénératives, et ainsi de suite. Alors, y a-t-il un lien, y a-t-il pas de lien? Je sais pas. Mais vous allez voir que vous avez encore ce fameux Arnie Gunderson qui, lui, parle de cette piscine numéro 3, qui dit que maintenant, selon lui, selon son avis, ça c'est l'ingénieur qui nous a tenus au courant depuis le début, un des top ingénieurs nucléaires aux États-Unis qui, lui, a décidé d'informer la population, de rapporter les choses telles qu'elles sont, d'expliquer aux gens c'est quoi qui se passe. Alors, il fait une vulgarisation vraiment là, de ce domaine complexe qui est le nucléaire. Et puis là, maintenant, il nous rapporte, lui, que cette piscine de carburant utilisée du réacteur numéro 3 est maintenant pire que celui du numéro 4. Alors, il dit mécaniquement, c'est comme des débris, finalement, il ne reste plus rien. Il dit que la piscine est fissurée, ainsi de suite, qu'elle n'a plus réellement de structure. Il dit que personne n'a même pu s'avancer proche de cette piscine dans l'unité numéro 3. Alors on dit que ça devrait être une priorité, mais en réalité, on refuse de faire face à la réalité comme ça n'existait pas. Il faut faire tout un exercice de contorsion pour ne pas voir quelque chose qui est déjà possiblement facilement au bas mot 4 fois pire que Tchernobyl. Mais apparemment qu'on a des problèmes maintenant avec on a déjà eu, même depuis le départ, possiblement, on apprend à écouter, l'information commence à sortir, possiblement qu'on aurait eu déjà aussi des problèmes des problèmes de fusion du cœur des réacteurs numéro 5 et 6. Alors, c'est en train de se confirmer tranquillement. Alors, quelque chose qui pourrait être aussi pire que 6 fois Tchernobyl. Alors, on parle plus de l'échelle 5, 6, 7. Écoutez, on devrait être à 12, 13, je veux dire. Il faudrait définir l'échelle des accidents nucléaires. Là, on apprend dans une des nouvelles ici qui part de Kyoto, une machine de 35 tonnes qui est tombée dans cette piscine de carburant utilisée. Hein. Vous savez, quand on a fini d'utiliser certaines, on appelle ça des crayons de combustible nucléaire, eh bien, on les met dans un grand bassin et puis on les laisse là pendant des années pour qu'ils se refroidissent avant qu'on les déplace dans leur entreposage définitif. Et puis, ce grand bassin-là en contient évidemment beaucoup. Vous allez voir dans quelques nouvelles que je vais vous mettre en lien sur les nouvelles internationales. On apprend les quantités, là. Écoutez, on parle de au moins vous voyez, c'est ça qui est spécial, c'est qu'on a de la misère à savoir exactement c'est quoi les chiffres, là, mais je vais vous dire, je vais vous dire vraiment le range, là.
On parle environ entre 500 et 2000 tonnes d'uranium, de plutonium, en fait, de combustible nucléaire utilisé, qui traînent dans ces bassins-là, et puis qui risquent de s'effondrer parce que la piscine est bien souvent au deuxième, au troisième, au quatrième étage, même au-dessus du réacteur lui-même. Donc des fois, c'est au troisième ou au quatrième étage de ces hauts bâtiments-là. Alors si la structure, parce qu'il y a des tremblements de terre ou des typhons, alors là, c'est l'été qui s'en vient, alors là, c'est la saison des typhons. Alors les typhons, c'est le nom pour ce qu'on appelle des ouragans ici, dans l'océan Atlantique. Alors, c'est des tempêtes avec des vents parfois extrêmes et des pluies torrentielles où il peut tomber des mètres de pluie en 1, 2, 3 jours. Alors, on fait face littéralement à un écroulement potentiel de ces piscines de combustible qui contiennent des tonnes. Tchernobyl et puis Three Mile Island aux États-Unis, on parlait de quelques grammes ou kilogrammes de matière radioactive qui s'était échappée des réacteurs qui avaient fondu, qui étaient entrés en réaction incontrôlée, une réaction nucléaire en chaîne. Et puis là, on fait face plutôt à des centaines, c'est pas des milliers de tonnes de matière radioactive, dont du plutonium. Alors, on fait face à un scénario apocalyptique, chers auditeurs, et puis il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Vous avez des articles qui parlent ici, vous avez des radiations, des doses de radiation qui quadruplent à une station de mesurement. Alors, on mesure, on monitore les taux de radiation dans l'air à Tokyo, et puis à une autre station, ça l'a triplé. Alors, vous voyez, là, selon les vents, ainsi de suite, là, on se prend des bonnes drafts de radiation, là. Alors, vous allez voir ça dans quelques années, là, dans les prochains mois, prochaines années, les enfants qui vont naître, et puis les gens qui vont commencer à avoir des problèmes de santé assez étranges au Japon, là. Alors, plusieurs articles qui parlent de ces tremblements de terre qui continuent de se produire là-bas. Une situation quand même assez préoccupante, mais les médias l'ignorent totalement. Puis là, c'est pas, je dis ça pour planter les médias, c'est que c'est triste que ces gens-là, des fois qu'ils cherchent des sujets pour savoir de quoi parler le matin quand ils se lèvent, ne parlent pas de des choses qui sont aussi cruciales que ça. Moi, ça me dépasse. C'est pour ça que je dis bien souvent dans mes émissions, c'est incroyable. Alors, écoutez. Mon Dieu, c'est incroyable. 35 millions de personnes à Tokyo qui habitent là. Là, on parle d'évacuation potentielle de Tokyo s'il arrive de quoi. Vous avez cet article-là ici qui est super intéressant où on parle de certaines quantités possibles. Là, on parle des 6 réacteurs avec ces fameuses piscines de combustible déjà utilisées. Alors, on parle ici de 6375 fuel rods qu'on appelle en nom de ces crayons de combustible. Localisés à peu près à 50 mètres du réacteur numéro 4. Et puis, on dit que c'est évidemment, ces crayons-là sont évidemment radioactifs et puis ne sont pas protégés par un genre de vaisseau de confinement. Une genre de capsule de confinement, si vous voulez. Alors, ils sont comme très rapidement, ils pourraient très rapidement être, si vous voulez, relâchés à l'air libre. Ceci pourrait évidemment engendrer une catastrophe globale comme nous n'en avons jamais fait l'expérience. Ça, c'est ce que écrit Matsumura dans un article. Vous lisez ce que les experts racontent de ce qui se passe là, puis je vous dis, là, ça commence à être assez incroyable. Selon les données de la US Energy Department, eux autres, ces gens-là, aux États-Unis, ils assument qu'on aurait 11 138 de ces crayons de combustible nucléaire dans des assemblages, ils sont rassemblés dans des assemblages, qui seraient emmagasinés sur le site de Daiichi. Alors, on dit qu'il contiendrait environ 336 millions de curies de radioactivité. Alors, on dit ici, c'est 134
millions de curies de césium-137, ce qui serait grosso modo 85 fois la quantité de césium-137 relâchée à l'accident de Tchernobyl. 85 fois Tchernobyl. Ça, c'est estimé selon la US National Council on Radiation Protection. Pas des petits casses, là. Ah, je vais vous dire, ben franchement, tu regardes les gens lire les nouvelles à la télé, puis ces gens-là sont calmes, puis ils lisent leurs petits trucs, puis ils sont vraiment implacables, et puis je les admire réellement parce que, évidemment, quand on voit des nouvelles comme ça, puis on réalise que c'est vraiment ça qui est en train de se passer, 85 fois les quantités de césium-137 relâchées à l'accident de Tchernobyl, c'est ce qui est en train de se passer, chers amis, à Fukushima. Puis vous êtes censé de rester comme ça, calme. Alors, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, ça pourrait détruire l'environnement mondial, là, je veux dire, la civilisation, là. Pas besoin d'être un top scientifique pour comprendre ça, là. N'est-ce pas? Moi, je garde ça précieusement, et puis ça va être à l'affiche sur les nouvelles internationales, comme à chaque semaine. Vous me donnez quelques jours, et puis finalement, pouf, ça apparaît sur le site, et puis vous pouvez aller consulter ça par vous-même. Alors, il n'y a rien ici de gratuit qui est affirmé comme ça, c'est documenté. Un document ici qui parle que ceci n'est pas terminé, des plans du gouvernement qui se préparent pour le pire. On parle d'évacuation forcée de Tokyo. Ça vient de sources officielles. On parle de nourriture qui maintenant dépasse la limite de radioactivité en fait, c'est le césium qui contamine ici certains, si vous voulez, certaines sections de la chaîne alimentaire. Déjà au Japon, on parle de certains légumes et puis du riz. Alors, on a trouvé de 500 jusqu'au niveau de 100 becquerels par kilogramme dans différents types d'aliments là-bas. Alors, c'est assez inquiétant. Les ours polaires aussi. Vous avez un article à propos des ours polaires qui montre des symptômes assez curieux. Les taux de radiation en Californie dans la pluie qui ont été enregistrés à 506% au-dessus de la normale. Ça vient de Enviro Reporter. Vous avez même les États-Unis qui ont coulé un bateau fantôme qui était à la dérive depuis le tsunami au Japon et puis qui se dirigeait vers les États-Unis. Puis on a coulé ce bateau. Alors avant qu'il touche les côtes des États-Unis, on a dit que c'était à cause qu'il contenait du diesel et puis des trucs comme ça. Et puis on voulait pas avoir de problème à cause de ça, mais on se demande si en réalité c'était pas parce qu'on avait peur qu'il était hautement irradié et puis on n'a pas voulu alerter les populations, mais on a préféré quand même le faire couler. Alors quand même assez intéressant. On a retrouvé aussi des substances noires radioactives, un dossier un peu mystérieux là, un peu autour du Japon. Alors, vous avez des photos de ça dans ces différents articles-là, assez particuliers. On a aussi du poisson qu'on a trouvé avec des taux un peu trop élevés de contamination radioactive, jusque même au Cambodge, imaginez-vous donc. Alors, ça semble se disperser un peu comme ça. Hein? Vous voyez les effets qui commencent à se faire sentir un peu partout dans le monde à propos de cet incident dont on refuse obstinément de vous rapporter quelque information que ce soit. Alors, un autre problème particulier aussi que j'ai noté les 2 dernières semaines, c'est des problèmes de température. Alors, on avait, de la part du gouvernement de TEPCO, officiellement annoncé qu'on avait finalement apporté les réacteurs en ce qu'on appelle en arrêt froid. Alors, c'est pour être en arrêt froid, je crois qu'il faut que ça soit, mon Dieu, là, j'ai plus le chiffre exact en mémoire, là, mais je crois que c'est sous la barre des 30 degrés Celsius pendant une certaine période de temps. Alors, ça voudrait dire qu'en réalité, on a réussi à contrôler la réaction nucléaire. Et puis là, ben, on a retrouvé à plusieurs reprises des lectures de température très élevées, même au-dessus de 100 degrés Celsius, selon même les données de TEPCO, dans le réacteur numéro 2 en particulier.
des taux de radiation qui ont monté de 400% après qu'une tempête a passé au-dessus du Japon en direction de Tokyo. Il y a plusieurs articles qui parlent justement de la contamination en provenance de Fukushima qui pollue le sud de Tokyo de plus en plus. Et puis qu'on le mesure littéralement. Des scientifiques ont mesuré plus de 2000 trillions de becquerels de césium-137 dans une des régions étudiées. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Vous lisez des nouvelles comme ça. Et puis, dans les nouvelles du sport, et puis la météo, Josiane, ouais, vous avez les nuages qui arrivent, et puis il va pleuvoir, Michel, alors... Ouais, c'est ça. Pendant ce temps-là, ça se passe en réalité. Et puis, on dit que les gens au Japon qui sont inquiets à propos des radiations sont de plus en plus traités comme étant des gens qui ont un problème mental, comme si ils faisaient de l'anxiété malsaine, comme s'ils inventaient ça. Ouais, allez voir ça. Il y a plusieurs nouvelles, alors quand même, histoire du Japon à voir et à suivre. Alors voilà, nous allons revenir à nos moutons. Et puis, premièrement, ici, je vais faire une petite mention alors pour un ami de mon collaborateur qui aide ici à l'autre monde là pour mettre tous les segments que vous retrouvez à chaque semaine sur la chaîne YouTube de l'autre monde. Alors, j'ai mon dénommé Stéphane Poutoir, alors qui lui a une amie dénommée Gaëlle Musson, et puis qui avec d'autres, dont Brigitte Mesdag et d'autres, font circuler une pétition. Alors, je fais une petite mention ici pour vous. Alors, ça va être aussi disponible sur le site Les Nouvelles Internationales et aussi sur la chaîne YouTube de l'Autre Monde. Alors, on appelle ici les gens à aller signer une pétition là pour aborder un sujet qui est quand même encore là peu discuté dans les grands médias, mais qui, je crois, quand même mérite l'attention, en fait même, je dirais, de l'humanité, un peu pour protéger les plus faibles d'entre nous qui sont en proie d'un système qui est devenu vraiment déshumanisant, disons-le. On aurait passé, j'imagine, le cap, là, les derniers chiffres que j'avais, c'est 246 000, on doit être aisément passé les 250 000 signatures à l'heure, là, où je vous parle de cette pétition. Alors, c'est une image qui parle en fait, d'un chef de la tribu des Kayapo, si j'espère que je le dis bien. Alors, qui a reçu la pire nouvelle de sa vie, lui, c'est qu'en fait, Dilma, la présidente du Brésil, a donné son approbation pour la construction d'une énorme centrale hydroélectrique, la troisième plus grande au monde, selon ce qu'on dit dans cet article. Et en fait, ce serait la sentence de mort pour tous les peuples vivant près du fleuve, car le barrage inondera environ 400 000 hectares de forêt. Plus de 40 000 Indiens devront trouver de nouveaux endroits où vivre. La destruction de l'habitat naturel, la déforestation et la disparition de plusieurs espèces sont des faits. Alors, moi, je vous invite à voir ça quand même. Là, je pense que ça vaut la peine de supporter ces gens-là, de prendre conscience de ce qui se passe et puis d'en faire prendre conscience aux autres. Alors, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut faire, c'est vraiment notre portée. Allez voir une image aussi qui vaut 1000 mots là-dedans, qui montre le véritable prix à payer pour la qualité de vie de la classe ultra-bourgeoise, ultra-riche, 0,01%, qui se fout bien du reste du monde en réalité, chers amis, là, c'est assez incroyable. Alors allez voir ça, vous avez toutes les coordonnées, le site internet, allez visiter. Et puis un autre dossier dont je l'ai traité, c'est ces fameux achats d'avions de chasse F-35 ici au Canada, dont on parle beaucoup dans les médias, qui fait beaucoup jaser, évidemment. Là, on voit vraiment encore là la vraie face du gouvernement Harper, qu'on dit conservateur, mais c'est en réalité vraiment là l'extrême droite religieuse, pro-sioniste et puis interventionniste, vraiment guerrière, pro-guerre, là, militariste,
vraiment état policier de surveillance à la Big Brother, type 1984, orwellien, 1984. Alors vraiment, oui. Et puis, ben là, on a la bête vraiment devant la face, là. Je veux dire, c'est pas vraiment compliqué, là. Là, on voit vraiment les dossiers, de la façon comment c'est géré, puis tout, c'est incroyable. Vous avez Infoman qui a sorti de quoi. On voyait ça, c'est un programme ici, là, au Québec. Là, je pense que tout le monde ici au Québec connaît ça, là. Où on voyait... ça, c'est bien à cause de l'Internet aussi. C'est une des forces de l'Internet où on a vraiment démonté beaucoup de personnalités de l'élite comme ça, là, où on a pu vraiment là, exposer leurs mensonges. Alors, on voyait vraiment le gouvernement Harper qui disait clairement que « Ah oui, oui, on a des contrats de signer, et puis après ça... après les élections, clac, ah oui, là, non, 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 on n'a rien de signé. Je veux dire, ces gens-là, ils vous mentent carrément, là, je veux dire, comment que ces gens-là peuvent vous dire, tenir un langage complètement aléatoire, en réalité, là, qui, réellement, il vous paraît aléatoire, mais il répond aux intérêts à court terme du parti qui est au pouvoir en ce moment, là, qui est en réalité pas un parti qui représente le peuple, mais vraiment un genre de... Écoutez, vraiment, il faut faire attention à nos mots, là. On pourrait dire... ça peut ressembler à un genre de coup d'État silencieux, là, mais je dis c'est une genre de coterie. C'est une gang, là. Je veux dire, en réalité, là, c'est une clique, là. Pas bien plus compliqué, là. Je veux dire, c'est des gens qui se sont hissés en cette place-là, puis prennent des décisions pour eux autres. C'est comme Peter McKay, là, qui est éclaboussé dans les médias. Puis là, vous avez cet article ici, fort intéressant, de Michel Chossudovsky, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir sur l'autre monde, d'ailleurs. C'est un article que je vous invite à aller lire et puis à disperser un peu partout, là, à vraiment là, aller disperser le lien pour que les gens y aient accès. Je vais vous lire certaines parties de son article, là, mais je dirais tout le crédit revient à Michel Chossudovsky, qui encore lui travaille tout le temps d'arrache-pied pour essayer d'éclaircir la population sur ce qui se passe réellement et puis apporte des analyses tellement intéressantes. Et puis là, il parle de ce fameux dossier des avions de chasse F-35 et puis comment l'économie de guerre aggrave la crise sociale. Une analyse fort intéressante, surtout à la lumière de ce qui se passe avec la grève étudiante ici au Québec, qui tient tête malgré tout. Il y a des rapports intéressants à faire entre les deux, entre les dépenses, des montants faramineux. Et puis après ça, on se retrouve avec des supposés plans d'austérité pour le reste de la population. Alors, vous avez un gros problème ici. Alors, on voit des mesures, nous raconte Michel Chossudovsky, des mesures visant le financement de l'économie de guerre, adoptées en plein cœur d'une dépression économique mondiale, contribuent à mener des économies nationales entières vers la faillite. Prenez note là, de ce qu'il dit le petit professeur en économie à l'Université d'Ottawa, hein? Qu'il n'y a rien de petit, ce Michel Chossudovsky qui réellement mérite vraiment tous nos égards et notre respect, je veux dire. Et puis voilà des vrais héros intellectuels, mais activistes aussi, avec un sens pour l'humain, avec une grande humanité, un grand cœur, qui, pas parce qu'ils sont dans l'establishment, même dans les universités puis tout, qui ne vous dira pas réellement ce qui se passe, parce qu'il n'a pas peur d'être compromis dans son poste ou avoir d'être irradié, de se voir renvoyé ou quoi que ce soit. Ça prend des couilles, hein. Alors, lui, il nous parle ici dans cet article d'un paquet de trucs importants auxquels on devrait penser, sur lesquels on devrait prendre conscience. Et puis là, ben, c'est ce qui nous menace un peu partout, et puis c'est connecté avec l'économie, c'est ces fameux budgets d'austérité qui frappent tous les pays occidentaux, majoritairement occidentaux, en tout cas européens et puis américains.
Et particulièrement ici, dans l'article de Michel Chossowski, on parle du budget d'austérité de 2012 d'Ottawa. On parle d'un moment opportun, le coût du programme d'achat des F-35, soit, écoutez les chiffres, là, 30 milliards de dollars, était connu avant la présentation du budget. Toutefois, le rapport du vérificateur général du 3 avril concernant le dépassement de coûts a seulement été rendu public ex post facto 5 jours après le discours du budget du ministre des Finances Jim Flaherty le 29 mars. Le budget fédéral de 2012 a présenté un scénario comportant des mesures d'austérité nécessitant des licenciements massifs d'employés du gouvernement fédéral, des réductions draconiennes dans les dépenses incluant les fonds de pension. On va augmenter d'ailleurs dans les années à venir l'âge avant de pouvoir accéder à son fonds de pension à 67 ans. Et une diminution des transferts fédéraux aux provinces. En revanche, on ne reconnaît pas la montée en flèche des dépenses en matière de défense résultant du programme d'achat, entre autres, de F-35. Il y en a d'autres. On parle beaucoup aussi de ces fameux sous-marins qui sont des vidanges, qui sont des ordures totales, des déchets que l'Angleterre nous a vendus, que même un des agents britanniques nous a révélé. Il est venu ici, il nous a ri d'en face, de dire « Hey, vous avez fait vendre un tas d'ordures, là. Vous devriez vous demander un remboursement à l'Angleterre. » Mais Harper, il est tellement pro-reine, pro-British, puis tout, que lui, il va jamais demander un retour par rapport à ça. Mais on a acheté des sous-marins qui sont des ordures totales. On vient de mettre le premier en eau cette semaine. Imaginez. Alors, 30 milliards ici de dollars qu'on dépense. Là, après ça, on veut couper un peu partout. Hein? On dit que le gouvernement avait annoncé des mesures d'austérité draconiennes, mais cependant, ces mesures budgétaires s'appliquent surtout aux dépenses non militaires. Les estimations du budget fédéral indiquent une réduction modeste des dépenses militaires, lesquelles ne comprennent pas le dépassement des coûts prévisibles relatifs à l'achat d'armement. Bon, des petits détails techniques, là. Alors, la question cruciale est la suivante. Comment ce projet d'achat de F-35 de plusieurs milliards de dollars affecte-t-il le budget fédéral de 2012, lequel repose en grande partie sur la réduction considérable des dépenses publiques par rapport aux dépenses militaires? Alors on dit que la question du déficit budgétaire pourrait être résolue du jour au lendemain en freinant l'économie de guerre. Toutefois, cette solution ne serait pas dans l'intérêt de la paix et de la sécurité mondiale préconisée par Washington. Ouais, c'est ça. Des beaux mots, là. Évidemment que Michel Chossowski a mis ces mots-là, paix et de la sécurité mondiale, entre guillemets, préconisés par Washington. On dit choisir entre le beurre et les canons. Comment cette hausse fulgurante des dépenses militaires allouées à l'achat de systèmes d'armes perfectionnés se répercute-t-elle sur toutes les catégories de dépenses civiles du gouvernement? Quel est l'impact sur l'investissement public dans l'économie civile? On dit que ces questions sont d'une importance cruciale pour le peuple des États-Unis, dont le gouvernement dépense la somme exorbitante de 1,5 billion de dollars, qui est 1,5 000 milliards, pour le programme du F-35. Alors, on parle de dépenses incroyables. Et puis, dans le reste de cet article-là, on parle du programme économique néolibéral et le mouvement de protestation. On dit que le mouvement de protestation contre les mesures d'austérité économique doit s'intégrer au mouvement anti-guerre. L'abolition de la guerre est une condition préalable à l'abandon du programme économique néolibéral. La guerre et la mondialisation sont intimement liées, nous raconte le professeur Michel Chossowski. Le mouvement de protestation contre les mesures d'austérité gouvernementale appliquées aux États-Unis, au Canada et au sein de l'Union européenne doit aborder la question des guerres menées par les États-Unis et l'OTAN. Comme je vous disais en début d'émission, là, on devrait peut-être plus s'occuper, un, de la paix, puis deux, de des problèmes très pressants comme Fukushima, là. On devrait, oui, cesser toutes ces guerres imbéciles, et puis passer, et puis investir tout notre argent et notre temps à régler une situation qui est vraiment problématique pour le futur de la planète Terre et de l'humanité. Alors, abolir la guerre est une condition préalable à l'abandon du programme économique néolibéral. Quand même une phase importante de cet article.
On dit que le mouvement de protestation contre les mesures d'austérité gouvernementale appliquées aux États-Unis, au Canada et au sein de l'Union européenne doit aborder la question des guerres menées par les États-Unis et l'OTAN. On dit que les avions de chasse furtifs F-35 ne sont pas des armes pacifiques, évidemment. Elles font partie d'une machine meurtrière et l'on prévoit les utiliser contre la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Ce sont des armes de destruction massive qui sont employées dans la longue guerre du Pentagone. Alors ici, on essaie de prendre conscience de c'est quoi la relation entre l'économie civile et l'économie de guerre. Parce que là, les deux sont en compétition, là. Les conditions de la population se battent contre les intérêts de l'économie de guerre qui pèsent beaucoup dans la balance parce que c'est une économie qui rapporte beaucoup de gros dollars, bien gras, à quelques individus. La guerre et les politiques économiques néolibérales font partie d'un processus intégré. Alors, ouais, un article assez incroyable. Et puis après ça, il y a une annexe ici qui se greffe à cet article-là qui est intéressant, c'est que le coût du F-35 et la hausse des droits de scolarité au Québec. Il y a aussi des liens intéressants à faire là-dedans. Josowski écrit que les étudiants universitaires du Québec sont impliqués dans une manifestation de masse concernant la hausse des droits de scolarité imposée par le gouvernement du premier ministre Jean Charest. Pourtant, au Québec, la question des dépenses militaires et de ses conséquences sur les programmes sociaux n'a pas été soulevée de manière explicite. L'achat de systèmes d'armes perfectionnés se fera inévitablement aux dépens des transferts du fédéral au provincial, lesquels contribuent au financement de la santé et de l'éducation. C'est peut-être pour ça que là, Charest, lui, là, il est pogné, puis là, lui, il se dit, écoute, ben là, moi, j'ai besoin d'argent, il va falloir que je paye ça, les transferts, là. Il va falloir que je coupe dans la santé et dans l'éducation. Alors, voilà qui est intéressant. En restreignant le programme des chasseurs F-35, des fonds seraient immédiatement disponibles pour les étudiants universitaires du Québec. En fait, le coût associé à un F-35, qui est de 462 millions de dollars, libérait amplement de ressources pour financer la hausse des frais de scolarité pour des années à venir. Pour le plan du gouvernement Charest relatif au financement des universités québécoises, les droits de scolarité seront augmentés de 325 $ par an de manière cumulative à partir de l'automne 2012 sur une période de 5 ans, soit de 2168 $ en 2011-2012 à 3793 en 2016-2017. Alors, on doit penser que dans le cadre de ce plan, les droits de scolarité augmenteraient graduellement sur une période de 5 ans dans le but de générer en 2016-2017 un montant additionnel de 850 millions de dollars dont la contribution étudiante serait de l'ordre de 31,2%. Alors, vous avez un document du gouvernement ici que vous pouvez aller consulter également. Bloquons la hausse des frais appliqués, flux des commentaires. Alors, vous pouvez consulter ces liens-là. Selon le gouvernement, la contribution des étudiants qui représentait 12,7% des revenus globaux des universités en 2008 en 2009 sera portée progressivement à 16,9% en 2016-2017. Il y a 285 000 étudiants inscrits dans l'Université du Québec, dont environ 180 000 sont à temps plein. Et puis on dit que le total estimé des frais de scolarité au Québec pour 285 000 étudiants est de l'ordre de 606 millions de dollars. Alors pensez-y, faites la comparaison. Assurer la gratuité de l'éducation postsecondaire sur une base annuelle au Québec serait inférieur à un coût d'un avion F-35 qui lui coûte 661 millions de dollars. Un total de 65 F-35 au coût de 30 milliards de dollars. Là, imaginez, là. On pourrait faire bien mieux encore qu'au Danemark. Là. C'est au Danemark déjà qui paie, apparemment de ce que je comprends, on paie les gens qui veulent aller à l'université. Est-ce qu'on est en retard ici? On est en retard! Alors, c'est ça qu'on pourrait faire ici. On pourrait vraiment là, payer les gens pour aller à l'université. Allez-y, allez! T'attires les cerveaux partout, les génies dans le monde, tu deviens un aimant comme ça, imaginez l'essor qu'on pourrait connaître, et puis, non, ça serait ben trop intelligent de faire ça. Ouais, ça serait ben trop intelligent. Alors, c'est ça. Un débat qui vaut la peine d'être porté sur la table, et puis c'est pour ça que je le fais, puis merci encore une fois, je le répète.
répète, à Michel Chostovsky pour cet article. Ensuite, un autre article ici intéressant où on parle de 19 choses que les têtes parlantes des télévisions sont étrangement silencieuses à propos de ces 19 choses. Alors, il y a 19 choses comme on refuse obstinément vraiment de vous rapporter les informations pertinentes pour que vous compreniez les enjeux. Et puis, ce sont vraiment des dossiers qui sont franchement, je vous dirais, importants, fondamentaux pour vraiment avoir une compréhension de ce qui se passe dans notre réalité, là, sur la planète Terre. Là, je veux dire, dans notre réalité, oui. Des fois, façonner la pensée des gens, ce n'est pas seulement que de leur inculquer des concepts ou des pensées ou des goûts, des opinions. Des fois, c'est tout simplement en passant sous silence des tranches de l'histoire ou des choses qui se déroulent ou des choses qui se sont passées réellement. Des informations importantes qui pourraient être définitivement être, je vous dirais, significatives dans votre compréhension globale de ce qui se passe. Imaginez, mettons, on dirait que vous avez en face de vous un moteur et puis que vous avez des connaissances à 30% comparé à un autre, il y en a 95% de compréhension de toute la mécanique du moteur. Et bien, évidemment que celui qui va avoir une meilleure compréhension va pouvoir avoir une meilleure approche et puis va être plus efficace à régler le problème s'il y en a un. Alors, bon, on ne passera pas au complet de évidemment, les items, mais vous allez voir que réellement cet article est intéressant et puis en fait, sera attirer votre attention sur des choses qui probablement méritent votre attention. En premier lieu, on parle des étranges choses qui se passent à la surface du Soleil. On en parle par-ci par-là dans les médias, mais c'est sur la pointe des pieds réellement là. Mais il se passe des affaires assez particulières. Par exemple, une tornade gigantesque sur le Soleil qui était 5 fois plus importante que la Terre en dimension. Alors, ça c'est assez particulier. Et puis vous avez aussi des tempêtes solaires qui se passent périodiquement, qui sont vraiment assez imposantes. Deuxièmement, on parle de Fukushima. Alors, je vous en ai parlé en début d'émission. Alors, on va maintenant passer à l'autre, mais évidemment que vous comprenez pourquoi que c'est important. Quand on parle que dans le réacteur, dans le bassin, dans la piscine du réacteur numéro 4, on rapporte 1535 fuel rods, crayons de combustible, ou 460 tonnes de combustible nucléaire qui risque de s'écrouler au sol. Ensuite, on parle du mont Fuji au Japon qui pourrait possiblement faire éruption. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En fait, ce volcan qui a été inactif pendant quoi? On dit 300 ans ici. Et puis, on dit que depuis les derniers mois, on a plusieurs signes qui montrent que le volcan est en train de se réveiller. Là, évidemment que si on parle d'une explosion ici, dans les proportions que le mont Fuji pourrait avoir, écoutez, on parle ici possiblement de millions de Japonais qui pourraient mourir, là, ou de l'économie japonaise qui pourrait s'effondrer immédiatement, là. Quelque chose d'assez particulier. Alors, plusieurs tremblements de terre qui sont enregistrés dans cette région-là. Et puis, on parle aussi de cheminées qui commencent à fumer, et ainsi de suite. Alors, ouais, quelque chose d'assez particulier. Ensuite, on parle d'activités volcaniques comme ça aussi qui augmentent partout à travers le monde. Alors, vous avez plusieurs articles cette semaine que je vais vous laisser à propos de ça. Plusieurs articles plutôt aussi, vous allez voir là dans ce fameux comment on appelle ça, The Ring of Fire en français.
vous avez cette genre de ceinture de feu, là, en fait, qui, euh, qui parcourt la dorsale là, du Pacifique, de l'océan Pacifique, et puis où on retrouve d'ailleurs le Japon, où on enregistre des tremblements de terre assez importants. On en a enregistré d'ailleurs en Indonésie ces derniers jours, et puis ces dernières semaines. Alors, une hausse, tu sais, là, qui est supportée par réellement les données là, qu'on cumule d'année en année. Alors, on ne rêve pas, là, réellement, là, il y a une hausse, surtout des tremblements de terre majeurs, massifs. Là, on parle là, de 6, 7, 8 et 9 là, sur l'échelle de Richter à travers le monde. Là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose là, dont on ne parle pas réellement, là, parce qu'on ne veut pas inquiéter les gens, mais il y a quelque chose de particulier qui se passe. Ensuite, évidemment, vous avez sûrement marqué dans votre portefeuille, votre porte-monnaie, là, que le prix de la nourriture, là, globalement, sur toute la planète, là, partout, peu importe où vous vous trouvez, là, augmente et continue d'augmenter. Et puis, vous voyez une inflation là, directe là, qui affecte le prix de la nourriture à l'épicerie, dans les marchés, un peu partout. Et puis là, vous allez trouver dans les nouvelles économiques plusieurs articles qui parlent du prix du pétrole là, qui augmente. Alors, juste ici, dans la province du Québec, ben le pétrole, vous avez l'essence là, dans les stations qui se vend autour de 1,36 au mieux jusqu'à 1,50 dans la région de Montréal. J'ai des articles où on parle de 7 dollars le gallon en Californie à certains endroits. Et apparemment que si l'article ne ment pas, j'ai lu qu'on payait un peu plus de 2 euros le litre à Paris. Alors, si vous pensez que vous payez déjà cher pour la nourriture, chers auditeurs, attendez de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si ça continue. D'autant plus si on déclenche cette fameuse guerre contre la Syrie et particulièrement l'Iran. Alors là, vous allez voir, vous avez d'ailleurs l'Iran qui a coupé maintenant les vivres à l'Allemagne, et puis là, on a connu une autre hausse du cours du baril de pétrole sur les marchés mondiaux. Fait que ça en est suivi, alors des fortes fluctuations là, qu'on vit ces dernières semaines, et puis ça ne sera pas terminé. Vous savez, j'avais parlé justement du pétrole ici, en fait, à 1,50 le litre, là, il y a environ 2 mois. Et puis, ça n'a pas vraiment pris de temps, là, chers auditeurs, avant de s'installer. Là, on est déjà rendu à ça ici à Montréal, à 1,50 le litre. Alors, évidemment que vous devez comprendre que toute la nourriture, dans le système de dépendance qu'on a créé autour de vous, où tous les gens dépendent de la nourriture de supermarchés. Alors, la majorité des gens ont même oublié comment faire pousser de la nourriture. Ben écoutez, si vous dépendez du supermarché puis des marchés là pour vous approvisionner en nourriture, ben, attendez-vous à ce que cette nourriture-là augmente énormément parce que les camions qui l'apportent au marché, chers auditeurs, ben ils fonctionnent au pétrole. Et puis quand le pétrole, à un moment donné, là, il augmente comme en Californie à 7 dollars américains le gallon, eh bien, à un moment donné, en bout de ligne, là, les patates puis les oignons, hein, puis les pâtes et puis ainsi de suite là, ben ils suivent eux autres aussi là. Là l'inflation se fait sentir directement et rapidement. On a vu dans les statistiques, c'est tout le temps environ quelques mois en décalé après des hausses du prix des pétroles là, que ça se fait sentir dans la vie de tous les jours là, dans les produits de consommation dont la nourriture. Mais là, des hausses aussi drastiques, puis surtout si on est pour attaquer l'Iran, chers auditeurs, on va se retrouver avec un baril de pétrole à 200-250 dollars le baril. Ben là, écoutez, l'économie va tout simplement s'effondrer. C'est pas un sorcier, là, je dis pas besoin d'être un grand devin là, ou un grand spécialiste là, pour prédire des affaires comme ça. Là. Je vais vous dire bien franchement, là, c'est une easy shot pas mal, un easy call. Là. Alors, un sujet important. Ensuite, on parle aussi de la dette qui a été décotée encore. Alors évidemment, c'est tout un système d'organiser plein
rempli de corruption, là, mais quand même, disons-le, je veux dire, vous avez des agences de cotation comme ça, comme Egan Jones, qui a baissé les taux des États-Unis, du taux de AA+, à AA seulement. Alors, savez-vous c'est quoi la réaction du gouvernement Obama? Eh bien, ça a été apparemment ordonné à la presse de ne pas publier des informations à propos de ceci. Eh bien, alors ces informations sont véridiques, là, de ce que j'ai vérifié, j'ai eu le temps de vérifier, chers auditeurs, apparemment que c'est bel et bien ce qui s'est passé. Eh bien, voyez un peu l'état là, réellement de ce qu'on appelle la démocratie ou réellement la République des États-Unis. Là. En réalité, c'est censé être une république, là, une bonne différence avec une démocratie. On doit bien faire la différence. Ensuite, bon, ben écoutez, plusieurs autres, je vais en sauter quelques-uns ici. On pourrait suspendre votre passeport si vous ne payez pas vos taxes. Alors ça, c'est un projet de loi qui est proposé au Congrès américain. Pensez à ça aussi 2 secondes. Des préparations pour la guerre dans le golfe Persique. Alors, on a envoyé un deuxième porte-avions là-bas. Et puis, ben, on a ces tensions là, qui continuent d'augmenter. Ensuite, on a ces fameuses mortalités de masse, là, si vous voulez, là, assez mystérieuses, comme je vous parlais un peu plus tôt dans l'histoire de Fukushima. Là, on parle de large nombre là, d'oiseaux, de poissons, de dauphins, de baleines qui continuent de mourir à travers le monde. Et puis, les scientifiques disent ne pas avoir d'explication, là, à savoir pourquoi que ceci est en train de se produire. Ensuite, vous avez la Federal Reserve Bank, hein, qui est la Fed, la Banque centrale des États-Unis, la banque privée, qui monétise carrément la dette américaine. Alors, on dit que la Fed a acheté approximativement 61% de toute la dette américaine, selon un article du Wall Street Journal. Alors, là, c'est pas des bonnes nouvelles qu'on commence à monétiser la dette, là. Je veux dire, chers auditeurs, ça veut dire que l'argent, là, a perdu sa valeur, là, ça vaut plus rien, là. Ça vaut plus rien. L'américain vaut plus rien. Vous allez voir plusieurs nouvelles dans le dossier de l'économie aussi où on parle de manipulation des cours des métaux précieux. Ben, vous savez, c'est exactement relié à ça, là. C'est pour ça qu'on manipule le cours des métaux précieux parce que si le cours des métaux précieux n'était pas manipulé, vous avez plusieurs top analystes ou des gens de carrière là, dans ces domaines-là. Des gens hautement crédibles, là, si vous prenez le temps vraiment de suivre ces choses-là, vous allez voir, c'est des gens qui sont solides, là. Et puis qui vous annoncent que le cours de l'or, par exemple, si en fait on manipulait pas son prix, pourrait valoir plusieurs milliers de dollars. OK, alors j'essaie de retrouver ici l'article où on parle de ça, mais écoutez, une chose est sûre, c'est que on dit que quand même bien là qu'on parle de 6 000, 7 000, 8 000 dollars. Vous devez savoir, puis ça c'est documenté par des gens même qui ont passé en commission devant des commissions des auditions là. On a demandé des explications et ainsi de suite au gouvernement américain. Des gens qui ont travaillé au GATA et ainsi de suite là, dans le cours des métaux précieux. Et qui rapporte qu'on a vendu de 50 à 100 fois plus de titres d'or qu'il n'existe réellement d'or. Et la même chose avec l'argent. Alors, j'en ai parlé à plusieurs reprises ici sur l'émission, mais c'est important que vous compreniez le concept, là. Ça veut dire que le prix actuel, on parle théoriquement, là, c'est sûr que les gens vont expliquer que, bon, c'est sûr que rendu là, à un moment donné, c'est tellement déréglé qu'on peut pas vraiment extrapoler comme ça, mais je veux dire, c'est quand même intéressant de dire que si on regarde le prix du cours de l'or en ce moment qui est environ à 1600 quelques l'once, qui est le prix qu'on affiche, mais qui est un prix tellement manipulé, si on multipliait ça par 50,
au minimum, ou par 100, ça vous donnerait le prix que l'or devrait être, l'once. Mais ce que ça veut dire ultimement aussi, c'est pas juste ça. Ce que ça veut dire aussi, c'est à quel point que l'argent de papier ne vaut plus rien. Parce qu'en fait, c'est pas l'or qui a pris de valeur, chers auditeurs. Si l'or et puis les métaux précieux ont tout le temps été une référence à travers les derniers milliers d'années, c'est parce qu'elle a une valeur stable, intrinsèque à elle-même. C'est les dollars de papier qu'on imprime et puis qu'on monétise la dette, comme je viens de vous parler, qui fait que cet argent-là, à un moment donné, n'a plus aucune valeur. Quand on a découplé l'argent fiat, l'argent de papier, des métaux précieux, de l'or dans les années 70, ben c'est ça qui est arrivé, c'est que là, on a connu une inflation de la masse monétaire incroyable qui a entraîné évidemment, conséquemment, une dévaluation intrinsèque de chaque billet en circulation. Alors, c'est ça qui se passe. Vous pensez que les maisons, les bâtiments augmentent de valeur, prennent de valeur. Vous pensez que l'or et puis l'argent prennent de valeur. Vous pensez que les autos sont de plus en plus chères et que la nourriture coûte de plus en plus cher. Mais en réalité, c'est parce que, chers auditeurs, on imprime trop de l'argent. Mais c'est de l'argent, c'est même pas de l'argent en réalité. C'est de la dette. C'est des preuves de dette, ces billets-là. C'est un système qui est basé sur la dette. C'est pas grave d'imprimer de l'argent, en autant que ça soit de l'argent qui soit dans la colonne des positifs. On ne la doit pas, cet argent-là, plus les intérêts à des banquiers privés. C'est ça la game qui se joue. Tout plein de sujets comme ça, vraiment très intéressants. On pratique des exercices d'évacuation dans les écoles publiques aux États-Unis. Ça aussi, c'est assez particulier. Alors, excusez-moi. Alors, on met des enfants sur des autobus et puis on les apporte à des, on appelle des localisations, des endroits alternatifs. Alors, on dit que ces gens, ces endroits-là, des fois, ne sont même pas déclarés, ne sont pas rapportés aux parents. Et puis, on les met au courant seulement après que les exercices soient terminés. Quand même assez étrange. Une autre affaire étrange, c'est ces sons qu'on entend dans le ciel. Assez spécial. Un peu partout sur la planète. Étrangement, on en a entendu à une place aux États-Unis, mais ça aussi, c'est assez particulier. Des tornades assez particulières aussi, là, assez violentes, qui éclatent aux États-Unis. Alors, aussi un nombre peu commun de tornades qui se déclarent et puis qui sont assez violentes. Donc, un paquet de sujets comme ça. Et puis, un autre ici très intéressant pour vous, ben, c'est la NASA qui, j'en avais parlé aussi dans le passé, mais écoutez, officiellement, maintenant, ça sort ici, c'est que on annonce que la NASA a déjà trouvé de la vie sur Mars. Alors, c'est le fait que, bon, pour vous raconter rapidement, là, ce qu'on vous raconte dans cet article-là, c'est que on n'avait pas tenu compte des données qu'on avait finalement dérivées de des analyses, là, des échantillons qu'on a fait du sol de Mars. Et puis, c'était lors d'une des missions Viking. Et puis, ben, en réalité, c'est qu'on n'avait pas reconnu la bonne chose. Et puis, ben, écoutez, on a refait les tests et puis tout. Et puis, on est arrivé vraiment, sans aucun doute, là, à la conclusion que il y avait une cause biologique à ce qui se passait en réaction là, à ce qu'on faisait. On fait genre des tests là, sur ces échantillons-là. Et puis, on est capable de déterminer là, vraiment s'il y avait des matières vivantes, là, bactériennes ou quoi que ce soit, qui étaient dans le sol de Mars. Et puis là, ben, on a publié ça dans le International Journal of Aeronautical and Space Sciences. Alors, vous voyez quand même là, des trucs quand même assez officiels. Là. Et puis, ben voilà quoi. Donc, on a trouvé une réponse positive à ces fameux tests-là. Et puis là, on va essayer d'envoyer maintenant un autre bidule là, vers Mars pour avoir des évidences conclusives à propos de tout ça. Mais on voit vraiment là que on est potentiellement là en la présence, mais potentiellement
on est en train de dire que oui, il y a des bactéries qui existent dans le sol martien. Ok, donc on va envoyer un microscope pour voir ces fameuses bactéries bouger carrément dans le sol. Alors c'est ça qu'on va envoyer là maintenant sur Mars et puis voir carrément de nos propres yeux ces bactéries bouger dans le sol avec un microscope. Alors très intéressant quand même comme nouvelle là. Imaginez, ben oui, la vie sur Mars. Alors, maintenant, mauvaise nouvelle pour les réchauffistes. Eh bien, selon un article ici du Daily Caller, qu'on retrouve là avec un lien là, que je laisse encore sur les nouvelles internationales, on parle de ces fameux ours polaires qui ne seraient pas menacés du tout après tout. Et puis, on dit que le débat à propos des changements climatiques et puis ses impacts sur les ours polaires s'est intensifié avec la publication d'une étude en fait qui montre que la population des ours dans la partie là en fait du nord du Canada sont en réalité beaucoup plus importantes que ce que plusieurs scientifiques pensaient et puis pourrait même être en pleine croissance. Alors ça c'est fort intéressant aussi. C'est parce que ça fait en réalité quand même plusieurs années qu'on vous parle de ça sur l'autre monde. On contrôle, on vous dit n'importe quoi, c'est ça que je vous dis, là, dans les médias, c'est vraiment n'importe quoi, même l'élite, vous savez, comme le gouvernement Harper, on vous dit qu'on signe des contrats, puis après ça qu'on les a pas signés, et puis vice-versa, et puis on vous raconte juste ce qu'on a besoin de déclarer, puis ce qu'il y a besoin d'être dit pour vous faire ma gueule au moment présent, puis c'est tout, là. Alors, selon ces données-là, ben écoutez, dans la baie d'Hudson, eh ben, on pensait qu'on avait des populations d'ours polaires là, qui étaient menacées d'extinction. Et puis, ben là, on en a trouvé un nombre de 1013 et pourrait peut-être même être plus important que ça, selon les résultats d'une étude en fait qu'on a faite là à l'aide d'avions, qui a été publiée mercredi dernier par le gouvernement du Nunavut. Et puis là, ben écoutez, là, juste pour vous dire, là, ça représente 66% plus haut, là, en fait plus d'ours polaires que les estimés par d'autres chercheurs qui eux autres prédisaient que leur nombre était pour tomber aussi bas que 610 à cause des températures qui s'échauffaient là, et puis de la glace qui fondait plus vite et puis qui empêchait les ours de chasser puis de s'alimenter proprement. Alors, la population augmente dans les ours polaires. Alors, les ours polaires vont bien. Une bonne nouvelle pour les ours polaires. On vous aime, les ours polaires. Alors, tremblement de terre qui a frappé la côte du Mexique. Alors, fort tremblement de terre de 6,9 de magnitude. Ensuite, ben, vous avez toute... en fait, ce Ring of Fire là, qui est en feu. Et puis, ben écoutez, ça aussi c'est assez incroyable, des chiffres là, qui quand même font réfléchir. On dit que la région du monde qu'on appelle le Ring of Fire est un endroit où on trouve 90% de tous les tremblements de terre qui se passent sur la planète Terre et puis de 75% de tous les volcans s'y trouvent. Alors, dernièrement, ces dernières journées et puis semaines, on en a eu de ces tremblements de terre 8,6 en Indonésie, 7,0 au Mexique, 6,9 à un autre au Mexique dans le golfe de la Californie. Le premier, c'était dans l'état du Michoacán. 5,9 sur la côte de l'Oregon, 5,6 proche de Fukushima. Mais là, Fukushima, comme je vous disais, là, vous en trouvé d'autres articles là, où on fait état jusqu'à même plus de 20 tremblements de terre qui ont frappé ces dernières journées. Ensuite, 6,9 dans le golfe de la Californie ici. Alors, ça c'est l'autre dont on parlait d'autres sources en réalité pour le même tremblement de terre. Ici, on parle, ok, c'est ici l'article là. De multiples tremblements de terre très forts là, qui ont frappé Fukushima même à l'intérieur de 3 heures seulement. Là, boum, 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 plusieurs tremblements de terre l'un à la suite de l'autre. Ensuite, ben là, vous avez un article ici fort intéressant du Activist Post de Michael Snyder qui parle justement un peu de ce qui se passe avec différentes données à propos
de cette zone-là qui vraiment là, brasse énormément. Quand on parle de tremblement de terre là, de 8.6 là, en Indonésie, puis de 8.2 encore là sur la côte là, de l'Indonésie, là, c'est des tremblements de terre qui normalement n'arrivent que on dit seulement quelques fois par année, là, tout au plus 2, 3 fois. Et puis ces dernières années, on en a plusieurs même. Ça passe le cap là, des 10 et puis même des 20. Donc, écoutez, ici on parle, écoutez, ça c'est selon les Arizona Geological Survey. Il y aurait eu 131 tremblements de terre dans l'État de l'Arizona en 2011. Alors on dit que c'est une importante augmentation alors qu'en 2010, on n'en avait eu que 53. Alors imaginez 131 l'année d'après. C'est assez particulier. On parle aussi là des potentiels tremblements de terre qui pourraient arriver le long de la faille de ce qu'on appelle New Madrid et qui se trouve à être plus proche de la côte est cette fois-là, un peu le long du Mississippi. Alors, ça aussi, c'est une zone qu'il va falloir surveiller. Puis, comme je vous disais, ben, le mont Fuji, là, vraiment, là, ça aussi, là, c'est quelque chose qu'on surveille, mais dont on ne vous rapporte pas tant d'informations. Ensuite aussi, vous avez en Colombie le Nevado del Ruiz, alors un volcan qui apparemment pourrait faire éruption de façon imminente. Et puis il y aurait aussi le fameux Anak Krakatau, le volcan en Indonésie, qui a éclaté dans le passé et qui réellement là a même affecté le climat à travers la planète là, pendant quelques années. Là. On a entendu le bang là, à des milliers de kilomètres, là, ce qu'on dit, là. Une affaire assez incroyable. Le mont Etna, ensuite en Sicile, qui a fait éruption, qui a craché de la lave et puis des cendres. Ça, c'est un article qui date du 13 avril. Alors, plusieurs nouvelles comme ça. Écoutez, on va sauter les deux pieds, on va parler un peu de santé. Alors, vous voyez, là, on a fait un peu le tour, on a fait un peu d'économie, actualité. On va revenir si on peut à l'économie, mais c'est clair qu'on va parler un peu de santé. Là. On fait un peu de route avec ça. Là. Il y a plusieurs articles dont je voulais parler. Vous allez voir, là, c'est quand même... je sais pas si je vais faire le tour au complet. Là. Il y a au moins une quarantaine de pages, là, je vais vous dire, là, d'articles super importants à propos de ça. Mais on va quand même essayer de creuser un peu là-dedans depuis le temps que je vous en parle. Alors, premier article ici, on parle de ces fameuses... vous savez, extinction là, d'abeilles, hein? Donc on en parle beaucoup en Amérique du Nord et puis en Europe aussi particulièrement, mais apparemment même en Asie et puis même ailleurs. Ici dans un article, on parle qui serait lié à des insecticides qu'on utilise avec le maïs. Alors une nouvelle recherche qui montre un lien entre l'augmentation de la mortalité dans les abeilles puis l'utilisation des insecticides. Spécifiquement les produits chimiques qu'on utilise pour en fait là pour englober les fameuses semences de maïs. Donc on a trouvé de quoi par rapport à ça. Et puis comme aussi je vous dis depuis un bon moment, il faudrait aussi vraiment se pencher sérieusement sur le fait des OGM quand on parle de ces fameuses semences Terminator. Qui font en sorte que les semences ne sont pas fertiles la saison suivante, alors ce qui force les fermiers normalement à racheter des semences à chaque année, des gens comme Monsanto et puis compagnie. Alors qu'on a retrouvé affecter les populations, par exemple des papillons monarques, qui ont tendance à mourir lorsqu'ils butinent le maïs qui est modifié génétiquement. Alors bon. Un article quand même assez intéressant. Une étude ici, on parle qui prouve que aussi le déclin des abeilles est lié encore aux insecticides. Alors, ça c'est un autre article où on nomme le néonicotinoïde, bon, alors qui est utilisé pour tuer des insectes et puis paralyser leur système nerveux. Alors, évidemment que si les abeilles consomment de ça, on peut aussi s'imaginer que leur système nerveux tombe en panne et puis ils ne reviennent pas à la ruche, ce qui est d'ailleurs un des problèmes, un des symptômes qui est décrit. Ensuite, un article assez curieux ici qui attire mon attention. On parle de ces fameuses lotions sanitaires qu'on utilise, antibactériennes pour les mains, hein, les fameux nettoyants. On dit dans cet article qu'ils contribuent au développement de ce qu'on appelle en anglais des super bugs, alors des super virus, si vous voulez, ou des super bactéries résistantes à différentes médecines, ou en fait,
tout ce qu'on peut avoir même en médecine comme arme pour se défendre. Donc, on parle par exemple ici de tuberculose ou ainsi de suite qui ont tendance à frapper de plus en plus un peu partout dans le monde. On parlait que les antibiotiques avaient tendance à causer cette affaire-là, de fait que quand on utilise trop d'antibiotiques, ben on favorise la formation des fois de virus, ainsi de nouveaux organismes qui sont beaucoup plus résistants à toute la médecine qu'on a. Donc, ben là, on s'aperçoit quand même les lotions comme ça qu'on utilise, qu'on recommande d'utiliser tout le temps, pourraient contribuer aussi au développement de superbugs, comme ça, de supervirus. Donc, on a, je pense, avantage à utiliser évidemment des produits qui sont naturels et qui ont tout le temps fonctionné pour aseptiser, si vous voulez, les mains. Alors, on parle d'huile essentielle, par exemple, ainsi de suite. Donc, vous avez même une recette ici là, qui vous est donnée, là, si vous voulez là, vous en fabriquer. Donc, d'autres études ici qui parlent que la fluoration a échoué à réduire le nombre de caries dentaires. Alors, c'est une nouvelle recherche qui montre que les produits chimiques, là, en fait, c'est des déchets industriels, le fluorure qui est ajouté à l'eau potable, dans ce cas-ci, à l'eau potable aux États-Unis, n'a pas réduit en aucun cas la carie dentaire comme qui était promuée et puis promis par les agences du gouvernement, a rapporté ce qu'on appelle la New York State Coalition Opposed to Fluoridation Incorporated. Alors, on a utilisé les statistiques fédérales. Puis là, vous avez la West Virginia University Rural Health Research Center qui a fait un rapport qui montre que les enfants américains qui ont reçu le plus d'exposition à l'eau fluorée et puis aux soins dentaux qui en contenaient aussi ont autant de caries dentaires que les autres enfants qui sont exposés à de l'eau qui est moins fluorée. Alors ça ne change absolument rien. Ça, c'est pour dire que ça cause, à tout le moins, en fait, absolument rien. Mais évidemment que vous avez d'autres nouvelles ici comme qui sort. On apprend d'un top scientifique que le fluorure a déjà probablement causé plus de 10 000 cancers ayant causé la mort. Alors, évidemment que c'est un sujet hautement controversé, mais de moins en moins, même avec la communauté scientifique qui, de plus en plus, quand elle est sérieuse et vraiment objective et sans biais, trouve de plus en plus d'emblée qu'il y a un sérieux problème avec la fluoration, les fluorures, même tout court, et puis dans la présence autant dans l'eau potable que dans les produits dentaires, que même dans l'utilisation des pesticides et des fertilisants qu'on utilise dans les champs, et ainsi de suite, là. Et qui, disons-le aussi, est impliqué dans le processus des centrales nucléaires. Donc, un article ici qui parle de ça, évidemment, de cette substance qui est réellement toxique, là, disons-le, là. Et puis, plusieurs articles qui parlent de ça. Et puis sur Monsanto, ben là, son fameux Roundup. Alors là, plusieurs articles aussi par rapport à ça. Vous savez, il y a beaucoup d'informations qui sortent et puis qui semblent montrer un visage peu reluisant de Monsanto. Et il se trouve que son herbicide très populaire qui est utilisé aujourd'hui pourrait mener à l'initiation de changements morphologiques chez les amphibiens. Alors, on a utilisé des concentrations de Roundup pour causer à deux espèces d'amphibiens de changer carrément même de forme. On dit que ces herbicides peuvent avoir ce genre d'effet sur les animaux. Ensuite, vous avez un autre article ici qui parle que Monsanto aurait consciemment, si vous voulez, empoisonné des travailleurs, causant des effets dévastateurs sur les nouveaux naissants.
en fait, sur les défauts, les malformations congénitales. Alors ça aussi c'est assez particulier là. Alors des nouvelles, allez voir là, Monsanto qui va sûrement partir en bataille légale pour se défendre contre ça évidemment. On dit que Monsanto est amené en cours par des douzaines d'Argentinais et qui sont des fermiers de tabac qui disent que le géant des biotechnologies les a empoisonnés avec des herbicides et des pesticides qui ont causé subséquemment des effets dévastateurs, des malformations congénitales chez leurs enfants. Alors vous avez des dossiers vraiment chauds comme ça là, qui impliquent Monsanto réellement, là, c'est particulier. Puis vous avez la Pologne aussi qui a apporté plus de... En fait, qui a poursuivi Monsanto en justice. Et on parle encore de ce fameux dossier des abeilles mortes. On a apporté plus en fait, des milliers de ces fameuses abeilles mortes sur même les marches du gouvernement. Alors, vous avez des gens là-bas qui ont manifesté, évidemment. C'est incroyable. Alors, il est quand même assez ironique quand on sait que même dans les cafétérias, dans les quartiers généraux de Monsanto, il n'y a aucun produit qui est modifié génétiquement qui est servi au personnel là-bas. Et c'est que la raison est vraiment très claire. C'est que les gens à Monsanto comprennent très bien les dangers que que les cultures de produits modifiés génétiquement représentent pour l'humanité. Alors, mais voilà, pourquoi on gère ces compagnies-là, puis c'est géré comme des psychopathes, alors on se fout des gens, c'est tout le profit qui est important, et puis ça se retrouve dans votre assiette. C'est pas dans n'importe quelle assiette. Il y a moyen de se défendre contre ça. Vous avez le Pérou qui a passé ici. En fait, c'est même plus qu'un moratoire. En réalité, ils ont banni tous les produits OGM pour 10 ans. Alors, massive claque dans la face des multinationales comme Monsanto, Bayer, Dow et compagnie. Alors, imaginez bannir tous les ingrédients qui peuvent même provenir de sources OGM ne peuvent rentrer dans le pays pendant une décennie à partir de maintenant. Incroyable. Alors, des gens qui se défendent, voilà, ça c'est beau. On devrait faire la même maudite affaire. Ensuite, on parle dans un autre article ici des poulets qui sont alimentés avec de la caféine, des antibiotiques qui sont bannis, du Prozac, maintenant même sans la connaissance des fermiers. Alors, une autre nouvelle un peu choc ici, là où on apprend que de façon routinière, on nourrit même ces populations de poulets, en fait, de poules, avec de l'arsenic. Alors, vous avez même une étude qui date de 2004 de l'Institute for Agriculture and Trade Policy qui a montré que plus de la moitié de tous les poulets qui servent au fast-food contenaient des taux assez élevés d'arsenic. C'est assez particulier, là. Alors, on dit que c'est utilisé, c'est du Roxarsone, en tout cas, un méchant nom, là, on va vous dire bien franchement, là. Qui est utilisé pour combattre des parasites. Et puis, ça augmente apparemment la croissance des poules. Eh bien, évidemment, là, on donne ça à ces populations-là. Mais selon les nouvelles recherches, ça ne confirme pas seulement l'utilisation de l'arsenic, mais aussi des additions, là, des ajouts d'élixirs assez épeurants, je vais vous dire, là, de mélange de médicaments qui incluent la caféine, des antibiotiques, puis même du Prozac. Alors, imaginez les cocktails chimiques qu'on fait absorber à ces populations-là, puis après ça, on va nourrir avec ça. Assez incroyable, pour ne pas répéter le mot, je vais vous dire. Écoutez, à un moment donné, là vous avez une autre étude ici où on parle des études qui montrent que les rayons X pour photographier votre dentier
pourrait être lié à des tumeurs au cerveau. Alors, c'est fantastique. Alors, montrez-moi vos dents, chers patients. Bzzz, on vous crée des tumeurs au cerveau. C'est vraiment fantastique. C'est un peu comme les cancers du sein qu'on crée en faisant des mammographies. Là. Je veux dire, vous avez des études qui supportent amplement ça, chers auditeurs. Ben ouais. Alors, parlez-en à votre femme avant qu'elle aille se faire une mammographie. Et qu'elle allait se faire irradier pour supposément détecter un cancer. Je veux dire, il me semble qu'il doit y avoir une meilleure méthode que ça. Donc, vous voyez ce genre de type de nouvelles quand même assez importante. C'est pour ça que ça faisait longtemps que je voulais vous parler de la santé. Puis là, vous avez une série d'articles ici. C'est là que ça va vraiment là devenir extrêmement très long et tortueux si on parle de tous les détails. Mais je vous convie à aller consulter le site Les Nouvelles Internationales là, cette semaine quand les nouvelles vont être mises en ligne. Et puis allez voir la liste des articles et puis les sources de ces articles concernant la section sur les vaccins et la vaccination, mais particulièrement sur les vaccins. Là, ça commence à faire mal. Vous avez de plus en plus de révélations qui sortent à propos des vaccins qui sont assez importantes et qui devraient être apportées sur la place publique, qui devraient être discutées sur la place publique. On devrait avoir clairement des enquêtes publiques indépendantes où le gouvernement n'a rien à voir là-dedans, là, je veux dire, où on décide, nous, en tant que population, là, d'enquêter sur ce qui se passe, là, parce que il y a un sérieux dérapage, là. Moi, je veux bien vacciner, là, mais je veux dire, quand on lit les nouvelles qui sortent, puis avec les sources là, qui sont présentées, là, à un moment donné, c'est parce que, comme on dit, il n'y a pas de fumée quand il n'y a pas de feu, là. On s'entend-tu? Alors, je vais vous en défiler quelques-unes, et puis ça va vous donner une vague idée un peu de ce qui se trame. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, comme on dit. Vous avez des chirurgiens, des neurochirurgiens, qui ont lancé un challenge public à ceux qui sont pro-vaccin. Alors, ils demandent à ces gens-là de s'injecter eux-mêmes avec tous les vaccins que les enfants devraient recevoir selon les recommandations ou selon ce que les parents voudraient ou les gens voudraient. Vous savez, aux États-Unis, on est rendu dans une période de très bas âge, je pense entre 0 et 3 ans, ou 0,3 ans, 0,4 ans, une affaire comme ça, où l'enfant doit recevoir une batterie là, d'entre 20 et 30, au moins 20 à 30 vaccins. Là. 20 à 30 vaccins, même plus. Alors, vous avez des articles complètement délirants là, qui sortent là, comme ici, on parle ici de donner des médicaments aux bébés avant qu'on les vaccine, là, selon des demandes de certains docteurs. Alors, c'est une récente étude qui a été publiée dans le journal de Pediatrics qui suggère que donner à des bébés, des jeunes bébés de 8 semaines, plusieurs doses d'acétaminophène, donc du Tylenol, avant et après un barrage de vaccins recommandés en bas âge pour les bébés. Là. Alors on dit que ceci devrait les aider à mieux dormir et puis pourrait augmenter l'efficacité des vaccins. Alors on va en plus commencer à bourrer bébé de Tylenol avant les fameuses batteries de vaccins qu'ils vont recevoir. Alors, on dit qu'on veut mettre en place un genre de nouveau protocole qui pourrait devenir une pratique commune qui, parmi les docteurs pédiatriques, là, qui administrent les fameux vaccins pour les enfants. Alors, vous allez voir une batterie d'articles du genre comme ça. Ici, distribution du Gardasil, du vaccin du Gardasil qui a été mis sur pause en France. Alors, on s'inquiète pas mal de ça, là.
Alors, avant de distribuer du vaccin du Gardasil au public, les officiels français ont demandé de nouvelles enquêtes scientifiques à propos du Gardasil. Et bien évidemment, il y a toutes les raisons de croire que le Gardasil est fortement nocif et dangereux pour la santé des fillettes et puis de quiconque voudrait se l'injecter. Alors, mieux vaut s'informer, savoir vraiment même quels sont les ingrédients là-dedans. Hein? Ici, des articles qui vous punchent dans la face, là. En voici un, là. Pow! Vaccin. Les fameux vaccins contre la grippe aviaire causent des augmentations de l'ordre de 17 fois. Hein? Donc, vous avez 17 fois plus de chances de développer de la narcolepsie, selon des scientifiques et ce qu'ils ont découvert à travers leur étude. Alors oui, le fameux scam du H1N1, hein, cette fameuse pandémie là, de 2009, là, où on a poussé les gens dans des campagnes de vaccination de masse. Eh bien, écoutez, selon une nouvelle étude publiée dans le journal de Public Library of Science, One confirme que Pandemrix, qui était un de ces fameux vaccins contre la grippe aviaire, produit par le géant GlaxoSmithKline, GSK, est responsable pour causer plus de 1700% d'augmentation de cas de narcolepsie parmi les enfants et puis les adolescents sous l'âge de 17 ans. Mais tout va bien dans le monde, tout va bien. Et puis là, ben, voici un autre article ici renversant où on parle de genre d'épidémie là, qui commence à prendre place parmi les enfants qui sont vaccinés. Alors ça, c'est un article de Reuters qui indique que des enfants qui ont été vaccinés ont attrapé une genre de toux là, assez persistante et sont plus susceptibles à la maladie. Alors, c'est assez incroyable. Et puis là, ben écoutez, là vous avez une vidéo, allez voir, là. Donc on parle de ça dans les médias, là. Et puis après ça, ben on veut vous forcer à vous vacciner plus après ça. Ben oui. Alors, une vidéo, allez voir. Ça, c'est aussi discuté dans un article de Mike Adams, là, du naturalnews.com. Et puis, on parle justement de ces données-là, là, où justement les enfants vaccinés sont plus malades que les autres. Alors, c'est quand même assez particulier. Ensuite, on parle du mercure qui est contenu dans ces fameux vaccins contre la grippe qui est lié à l'autisme. Alors évidemment que là, les compagnies pharmaceutiques se sont battues farouchement là, contre de telles affirmations. Alors, non, tu ne vas pas dire telle affaire. Alors que de plus en plus, ben, on retrouve des liens. Alors, vous avez ici même des vaccins qui ont été produits par le gouvernement américain, ici dans ce cas-ci, qui contenait un préservatif à base de mercure qui, en fait, est éliminé de plus en plus en Europe et puis aux États-Unis, ben, on continue à l'utiliser avec de plus en plus d'effets sur le cerveau, alors qu'il entraîne des dommages sur le cerveau, évidemment. Le thymérosal qui est contenu dans certains vaccins est un dérivé du mercure, alors évidemment qui n'est pas santé pour la santé du cerveau, alors en aucune quantité, là. Il n'y a pas de quantité sécuritaire là-dedans. Là. D'ailleurs, vous avez le nombre d'enfants à l'âge scolaire qui est classifié comme étant autistique qui augmente de 56% dans les 5 dernières années. Vous avez maintenant 61 570 enfants dans des écoles publiques qui ont été enregistrés comme ayant certains désordres dans le spectrum autistique. Alors, c'est quand même beaucoup, là, c'est une augmentation là, du chiffre là, qu'on était situé à 39 465 enfants il y a 5 ans aux États-Unis. Selon le CDC, d'ailleurs, on dit que c'est un enfant sur 88 qui aurait de l'autisme aux États-Unis. Alors, imaginez, ça c'est le Centers for Disease Control and Prevention. C'est une augmentation de 78% comparé à il y a une décennie selon ce rapport. Alors imaginez une augmentation de 78% en 10 ans.
Alors, les fondements de la théorie vaccinale s'effritent car la science révèle l'inutilité des anticorps pour combattre les virus. Vous avez un excellent article ici à les consulter encore par rapport au vaccin que je vous présente. Alors, tandis que les industries médicales, pharmaceutiques et vaccinales s'occupent à faire campagne pour de nouveaux vaccins contre pratiquement chaque infection sous le soleil, une nouvelle étude publiée dans la revue Immunity déconstruit totalement toute la théorie vaccinale. Il s'avère que dans le système immunitaire naturel de l'organisme, des composants tant innés qu'adaptatifs travaillent ensemble pour conjurer la maladie sans besoin de vaccins producteurs d'anticorps. Écoutez, là, l'être humain, là, on a trouvé d'autres vestiges là, la semaine passée. Là. On remonte là, avec des traces là, de l'humanité, là, il y a même 1 million d'années, même plus. Là. Et on a passé, ça fait des centaines de milliers d'années, à tout le moins là, des dizaines de milliers d'années qu'on est ici. Là. Puis on a tout le temps bien combattu. Là. Je veux dire, on est encore là. Là. Hein, le système immunitaire a combattu tout ce qu'il y avait à combattre sans les vaccins. Là, tout d'un coup, apparemment que la seule manière que l'humanité pourrait survivre, c'est contre sans utilisant des vaccins. Là. Écoutez, là, à un moment donné, il faut arrêter d'halluciner. Alors, vous avez cet article qui parle justement un peu de toute cette histoire-là. Alors, on dit que dans le cadre du système immunitaire adaptatif, la théorie derrière les vaccins dit qu'il imite l'infection en poussant les cellules B, l'un des deux principaux types de globules blancs du système immunitaire à produire des anticorps. Il est largement admis que les anticorps induits par les vaccins, qui sont la partie la plus spécifique du système immunitaire adaptatif, apprennent au système immunitaire comment réagir directement à une infection avant que l'organisme n'y soit exposé. Mais, la nouvelle étude met en évidence le fait que l'immunité innée joue un rôle important dans la lutte contre les infections et est peut-être plus importante que l'immunité adaptative pour prévenir ou combattre les infections. Lors des tests, il a été montré que les anticorps du système immunitaire adaptatif sont incapables en tant que tels de lutter contre l'infection. En substance, cela démystifie la théorie selon laquelle les anticorps induits par les vaccins servent quelques fonctions fondées dans la prévention ou la lutte contre les infections. Badaboum! Ouch! Alors, puis là, citation, j'ouvre la citation. Nos conclusions contredisent l'opinion actuelle, selon laquelle les anticorps sont absolument nécessaires pour survivre à l'infection d'un micro-organisme, comme le virus de la stomatite vésiculeuse, et font apparaître une fonction inattendue des cellules B comme gardien des macrophages dans l'unité antivirale, a déclaré le docteur Ulrich H. von Andrian de la faculté de médecine de Harvard. Alors, écoutez, grosso modo, ce qu'on vous dit ici, là, on va pas vous mystifier avec des gros mots, là, mais grosso modo, ce qu'on est en train de dire, là, c'est que, encore une fois, le mythe selon lequel les vaccinations servent une sorte de but médical légitime a été déconstruit par une percée scientifique. Peu importe si oui ou non la communauté médicale dominante voudra l'admettre, l'idéologie pro-vaccinale se trouve elle-même de plus en plus dans la décharge des pseudosciences dépassées. Ça, c'est comme la fluoration. C'est dépassé. C'est des vieux mythes médicaux, pseudo-scientifiques, pseudo-médicaux qui sont en train de tomber. Alors, un autre article important ici du Activist Post de Michael Snyder, Vaccines and Autism, the secret that you're not supposed to know. Le secret que vous n'êtes pas supposé de savoir. Alors, on parle de ces fameuses augmentations de 70% depuis une décennie des taux d'autisme. Mais écoutez, dans certaines régions des États-Unis, plus de 30 vaccins doivent être donnés à un jeune enfant sous l'âge de 3 ans. Quand vous injectez autant de mercure et autant de matériel toxique directement dans le système d'un enfant, dont le système immunitaire n'est même pas encore complètement formé, c'est évident que des conséquences négatives peuvent arriver. Alors, vous avez de plus en plus de liens entre les vaccins et l'autisme qui continuent de sortir d'un peu partout. Alors que l'industrie pharmaceutique et son establishment continuent vigoureusement de dénier qu'il pourrait avoir aucun lien, quelques liens entre les deux. Mais de plus en plus, à chaque année, vous avez des dizaines, des centaines, des milliers de parents même qui emmènent leur enfant parfaitement en santé chez le docteur pour se faire vacciner. Et puis, en sortant de là, des fois dans les heures qui suivent, des fois dans les jours qui suivent, le regrettent amèrement parce qu'après avoir pris des fois même plusieurs vaccins dans une fois, les enfants deviennent malades. Des fois, ils arrêtent de parler.
Des fois, ils ne s'en remettent jamais. Les enfants, des fois, qui sont laissés dévastés, système nerveux dévasté, des maladies dégénératives qui attaquent le système nerveux central. Là, on a un virus de cochon qui apparemment est encore donné aux enfants. Alors, c'est une nouvelle enquête selon ce qu'on appelle un virus là, de l'animal, là, du cochon, qui aurait contaminé des vaccins pour les humains. Il a révélé que le circovirus type 1, le PCV1 et puis le 2, le PCV2, on a trouvé des chaînes d'ADN qui sont encore présentes dans ces fameux vaccins-là qui se sont développés contre des virus rétroviraux pour les enfants. Alors, on a dû, faire face à cette situation-là. Alors, vous voyez un peu comment que ça délire bien raide, là. Ensuite, vous avez les autorités de la santé qui maintenant admettent qu'il y a des effets sévères importants de la vaccination. Un article est écrit ici par une docteure Karine Mustengelamunda. Et là, on parle ici de cette fameuse crise du H1N1 là, en 2009, là. Et puis, vous avez des révélations assez importantes dans cet article-là, où on vous parle de ce qui s'est passé avec cette fameuse hystérie qui a été créée, puis de comment que des compagnies pharmaceutiques comme GSK et Novartis ont développé des vaccins contre le supposé virus aviaire. Et puis, comment que on a fait ces choses-là, comment on a utilisé des adjuvants comme le scalène, qui sont des substances qui sont administrées en conjonction avec des vaccins qui stimulent le système immunitaire pour augmenter la réponse au vaccin. Mais on ne vous parle plus de ça du tout dans les médias. Le H1N1, les vaccins qui sont liés encore là à des augmentations en narcolepsie. Alors ça vient du MedPage Today. Alors, vous avez des sources là, officielles ici, là, toutes sortes de rapports et puis d'études qui sont remises. Vous avez toutes les sources là, qui vous sont données. Une nouvelle étude ici qui parle des vaccins contre l'hépatite B qui endommagent le foie. Alors, ça aussi, c'est tout encore là des études officielles, scientifiques. Alors, on parle d'adjuvants qu'on utilise dans les vaccins comme l'aluminium, l'hydroxyde d'aluminium, qui est utilisé dans ces fameux vaccins-là, qui, comme d'autres types d'adjuvants puis d'ingrédients, on utilise dans différents vaccins qui finalement sont extrêmement toxiques. Alors on parle de problèmes au foie ici chez les enfants, des augmentations de 300% d'incidence de problèmes au foie après les enfants ont été vaccinés avec des vaccins à l'hépatite B. Avec toutes les études ici à l'appui, alors quand même assez frappant encore là comme incidence de ces fameux vaccins. Et puis ensuite le HDHD, là, des gens qui ont des problèmes d'attention diagnostiqués chez les enfants, une augmentation de 66% aux États-Unis. Et puis là, on place ces enfants-là évidemment sur des drogues comme le Ritalin, et ainsi de suite. Alors, on veut mettre les enfants de plus en plus sur un bas âge, en bas âge, là, sur ces fameuses médecines, ces fameuses drogues, des pushers, des compagnies pharmaceutiques. On est en train de médicamenter toute la population, même les enfants. Alors, pas bien compliqué, là. On contrôle toute la nation de plus en plus comme ça, en sacrant tout le monde sur les médicaments. Alors, la moitié de la population est sur le Ritalin, l'autre est déclaré en dépression, fait qu'on est sur les antidépresseurs, et puis après ça, le reste est sur d'autres types de drogues, et ainsi de suite, de médicaments. Donc, réellement, vous avez un problème assez spécial. Pendant ce temps-là, vous avez les exécutifs de Pfizer qui font face à la cour pour un cover-up sur les résultats d'études cliniques qu'ils font sur différents de leurs produits. Alors, vous voyez vraiment la faute totale, là, tu sais, eux autres, réellement, c'est pas la vérité qui les étouffe puis qui les inquiète réellement, là. Ensuite, on parle de la Russie qui aurait banni, ou en tout cas, là, qui réellement décourage fortement les gens d'utiliser des fours à micro-ondes. Alors, dans cet article ici, on parle des micro-ondes qui pourraient causer des agents chimiques qui causent le cancer dans le lait et les céréales.
qui altèrent les substances élémentaires dans la nourriture, qui pourraient créer des désordres digestifs. On parle aussi des micro-ondes qui altèrent la chimie de la nourriture, qui pourraient mener à des malfonctions du système lymphatique et puis la dégénération de l'habilité du corps à se protéger lui-même des croissances cancéreuses. Vous avez une série comme ça là, de conséquences là, sur la santé des gens puis sur la qualité de la nourriture qui est utilisée dans les fours à micro-ondes. Alors, sans vouloir partir à une autre frénésie ou quoi que ce soit, je pense que ça vaut quand même la peine d'essayer de lire là-dessus et de réfléchir un peu vraiment sur ce principe d'utiliser des micro-ondes pour réchauffer la nourriture. Là. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose d'un peu bizarre là-dedans, puis si justement c'est pas valide un peu ce qu'on raconte dans cet article-là. On parle de ces émissions des micro-ondes qui peuvent altérer justement les fonctions cataboliques. Bon, on parle du glucoside, du galactoside, bon, différentes enzymes, ainsi de suite. Des alcaloïdes, des radicaux libres, et ainsi de suite. Alors, vous voyez, là, on parle de beaucoup de trucs comme ça. Puis on parle aussi de plus en plus des ondes comme les téléphones cellulaires. C'est dans un article qui dit est-ce que votre téléphone est en train de vous tuer? Là, je pense que c'est un peu extrémiste comme titre, mais la question elle vaut quand même la peine d'être posée. Puis surtout que dans l'article, on rapporte beaucoup d'évidence que les téléphones cellulaires, c'est pas très bon à avoir proche de vous là, en permanence. Donc, vous avez un excellent article ici là, qui parle des effets sur la santé et ainsi de suite. Donc, on parle ici peut-être même de bannir les téléphones cellulaires aussi juste dans plusieurs États là, pour ne pas les utiliser là, quand les gens conduisent, là, évidemment. Là. Mais on dit que même les téléphones cellulaires causent plus d'accidents que maintenant même les gens qui sont sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Imaginez. Et puis ben là, vous avez aussi d'autres affaires où on parle bon des études qui sont revues par les pairs, où on parle des radiations des micro-ondes qui pourraient être dangereuses même pour le cerveau des bébés qui sont à l'état fœtaux, là. Alors, vous avez des études aussi qui sont émises par des professeurs qui ont des PhD là, à l'Environmental Risk and Policy at Yale University qui montrent les effets des ondes EMF pour les enfants. Et puis, on parle aussi même de la densité dans les os, ainsi de suite, pour le sang, la qualité du sang, ainsi de suite. On dit que les enfants sont extrêmement vulnérables aux téléphones cellulaires, aux radiations des téléphones cellulaires. On parle aussi de ces fameuses tours d'émission des téléphones cellulaires qui réellement là, on décourage les gens fortement d'y habiter là, à l'intérieur là, de même de 500 mètres. Là, je veux dire, restez loin là, de ces fameuses tours-là. Habitez pas dans un bâtiment où vous avez une tour à téléphone cellulaire sur le toit. Là. Donc, un article assez important ici. Et puis, ben écoutez, on va terminer avec une dernière affaire, là, puis après ça, ça va être tout pour cette semaine. Là. C'est par rapport au cancer. Ben écoutez, on va terminer sur une note positive quand même. Là. Une note positive, pourquoi? Parce que pendant le temps que vous avez l'American Cancer Society, là, puis d'autres organisations là, pour la supposée lutte contre le cancer, là, qui sont finalement que des organismes pour faire bien du cash là, sur une maladie dont ils ne cherchent pas réellement la solution, là, mais ils cherchent plutôt à faire de l'argent sur le dos de ça quasiment. Là. Ben écoutez, vous avez ici différents articles et vidéos que je vous ai mis en lien. Et puis si jamais ça vous arrivait que vous développez une forme de cancer ou quelqu'un proche de vous le développait, ben je vous invite peut-être à regarder à différentes alternatives et puis à essayer des choses par vous-même. Je suis pas docteur et puis je prétends pas connaître une cure du cancer là. Mais il y a des choses sur lesquelles on a déjà parlé même dans les médias de masse. On parle ici du DCA, le dichloroacétate. Hein, c'est le nom, j'aime ça ces noms-là. Alors, c'est une forme de poudre qui coûte pas cher. On l'utilise pour la fabrication des médicaments
qui est utilisé pour résoudre des désordres métaboliques qu'on utilise déjà là dans la médecine, qui coûte vraiment pas cher, qui pourrait être manufacturé pour une fraction des coûts des fameux médicaments extrêmement coûteux là, contre le cancer qu'on développe actuellement. Là. Alors, allez voir ça, le DCA, c'est même une université au Canada qui a découvert ça, et puis, vu qu'on peut pas breveter ça puis développer des médicaments extrêmement dispendieux sur lesquels Big Pharma peut faire beaucoup d'argent, ben, on pousse pas ces affaires-là, puis on continue à voir les gens mourir pour rien, c'est bon. Vous avez une vidéo ici, que je vous conseille. On appelle ça The Cancer Report. Alors, allez voir ça. On parlait vraiment du cancer sous un angle que peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, puis ça va vous faire prendre conscience d'une couple d'affaires, là, puis que vous allez voir qu'il y a d'autres options dans la vie là, que d'aller se faire irradier ou de faire prendre plus de produits chimiques possible de vous guérir d'un cancer. Là. En plus, ici, on parle peut-être d'un autre cure potentiel qui pourrait aider, en tout cas la vitamine B17. Alors même un homme qui s'est apparemment guéri lui-même, qui a été après ça jeté en prison pour l'avoir fait. Hein. Donc, méchant garçon, t'as trouvé une cure au cancer. Hein? Alors, on parle ici du cyanide qui est contenu dans les graines des abricots. Et puis, qui finalement recèle de cette vitamine B17 dont je parlais. Alors, on parle de l'amygdaline en réalité, toute l'histoire ici que vous devez comprendre que je vous ai mis souligné en jaune, alors où on vous explique que vous avez 4 molécules dans l'amygdaline, et puis 2 sont des molécules de glucose, et puis les 2 autres sont de la cyanide, puis l'autre la benzaldéhyde, et puis les 2 sont évidemment des choses qu'on ne veut pas nécessairement avoir dans le corps, là, de la cyanide, là. Mais ce qui est absolument renversant de ça, et puis j'avais déjà vu un documentaire qui parlait de ça, là, c'est qu'ils sont relâchés seulement lorsqu'il y a des cellules cancéreuses, ces fameuses molécules de cyanide, alors que s'il n'y en a pas, il est tout simplement évacué du corps normalement. Imaginez, c'est vraiment incroyable. La nature est tellement bien faite, là, chers auditeurs. Alors, vous prenez ça, cette vitamine B17, là, ou ces fameuses graines d'abricot, là. Et puis, si vous avez des cellules cancéreuses, eh bien, si seulement vous en avez, eh bien là, les fameuses molécules de cyanide vont être relâchées. Et puis, après ça, ben, ce qui va arriver, c'est que vous avez les cellules cancéreuses qui dépendent de la fermentation du sucre, là, du glucose, pour leur énergie au lieu de l'oxygène. Alors, les cellules cancéreuses attirent l'amygdaline dans ses composés pour leur glucose, mais après ça, elles sont frappées lorsqu'elles métabolisent ces composés-là, et puis qu'ils libèrent ça s'appelle du benzaldéhyde, alors, et puis le cyanide, et puis là, le glucose se trouve à être la trappe en réalité, mais la cellule, elle, quand elle mange ces composés-là, eh ben, elle libère ce fameux composé qui est mortel pour la cellule cancéreuse. Alors, la cellule cancéreuse contient une enzyme qui n'est pas trouvée dans les cellules en santé, qui s'appelle le bêta-glucosidase. Et puis, le bêta-glucosidase et son enzyme débloque le composé d'amygdaline et puis relâche les toxines mortelles à l'intérieur même de la cellule cancéreuse. Puis seulement la cellule cancéreuse métabolise l'amygdaline, comme je vous disais. Les cellules normales ne le font pas. Alors, imaginez comment c'est incroyable. Alors, vous avez des trucs comme ça, comme la vitamine B17, qui vaut largement la peine d'être explorée. Vous avez aussi l'aspartame qui cause la cécité puis des tumeurs au cerveau. Alors, un autre article puis une vidéo que vous allez avoir ici. Voilà, donc on va se quitter là-dessus, là, mais je veux dire, vous voyez un peu là où je voulais en venir avec ça, là. Donc le cancer, c'est peut-être pas ce qu'on pensait que c'était. Ça veut pas dire que c'est aussi de quoi qui est aussi fatal qu'on le pensait, mais il faut aussi surveiller les sources. Donc on a comme un peu une rééducation à se faire à propos de ça. Et puis on pourra lutter efficacement vraiment là, sans dépendre de médicaments et de machinerie de multimillions de dollars aspirés pour se sauver. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, chers auditeurs, et puis on va se retrouver la semaine prochaine avec plus de nouvelles de l'actualité et puis de l'économie. Alors, je vous salue bien bas. Ciao, c'était François Marginal pour l'autre monde. Bye bye.